J'ai une petite question simple pour toi. Est-ce que t'as jamais rêvé de devenir un super-héros ou une super-héroïne? Tu sais, genre, tisser des toiles, voler, avoir une force surhumaine. Enfin, ça doit être un truc de fou, non? En tout cas, moi, c'est un rêve qui m'a accompagné pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, pendant le début de ma vie d'adulte. Et encore maintenant, en fait. Mais bon, très clairement, comme tu l'auras constaté, c'est pas vraiment avec ça que je vais pouvoir arriver à quelque chose. Du coup, à défaut de pouvoir enfiler un costume en lycra rouge et bleu avec des verres de lunettes de soleil sur le masque et me balader entre les buildings de New York, je me suis dit, ok, bon, ça va peut-être pas être possible ça. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt étudier quel est le code moral des super-héros. En d'autres termes, si physiquement, je peux pas être un super-héros, est-ce que moralement, je peux le devenir? Parce que j'aurais beau aller soulever de la fonte à la salle pour avoir le corps incroyable de Thor, pas sûr que je puisse soulever son marteau. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que derrière ces films de super-héros qui sont souvent très critiqués, il y a plein de questions philosophiques, hyper importantes, non seulement reliées à l'éthique, mais à d'autres domaines encore. Donc si t'es prêt à me suivre dans une aventure un peu spéciale, je te laisse me lâcher ton plus beau like, et tu peux même t'abonner pour faire partie de ma team de super-héros. Allez, générique. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes au taquet. Moi c'est Captain Giver, je suis prof de philo. Je suis en voie de devenir prof de philo et d'anglais, et depuis que j'enseigne, j'ai vraiment à cœur de prendre des concepts philosophiques qui sont parfois très compliqués quand tu les regardes au premier abord, et les transformer, ou plutôt les vulgariser pour des jeunes pour qu'ils comprennent en fait la portée, et puis à quel point aussi c'est simple, tout simplement. Et pour ce faire, comme vous le constaterez un petit peu plus tard, j'aime bien employer des illustrations, que ce soit de films, de séries, ou bien même de vidéos YouTube, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de présenter des choses qui sont connues pour expliquer des choses qui sont parfois abstraites. Et du coup, un de mes buts au travers de cette vidéo, c'est de venir un peu contredire ces gens qui auraient tendance à dire, par exemple, wesh, leur philo, gars, ça a rien à voir avec le monde dans lequel on vit, c'est trop perché. De toute façon, les blockbusters, c'est du cinéma vide. Hein. C'est bien connu que ça fait pour amuser la galerie et abrutir la population. Moi, je suis quelqu'un de distingué. Donc tu l'auras certainement compris, je défends fermement l'idée que la philo est accessible et qu'on la retrouve un petit peu partout, et notamment dans un de mes films préférés, Avengers Infinity War. Et non, pas besoin d'avoir vu le film ou bien d'être un expert en philo pour comprendre ce que je vais dire. Donc ce que je vous propose ici, c'est de passer chronologiquement le film au crible de notre analyse. Oh, ça fait hyper répété comme script, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Pour en découvrir un peu les thèmes philosophiques qui sont sous-jacents. Petit disclaimer, parce que je veux plutôt privilégier l'aspect divertissement, je vais jamais aller trop en profondeur dans les thèmes philosophiques, ou ne serait-ce même que les philosophes qui seront abordés. C'est un choix personnel. Les interprétations que je vais faire, ou les liens, et ainsi de suite, ça n'engage que moi. Voilà. Bon, ceci étant dit, on attaque. Let's go. Autant vous dire que c'est un film qui a cartonné au box-office mondial de par son histoire et le nombre de super-héros qui sont engagés face à l'antagoniste, au menton en forme de moule à tarte. Je vais vraiment l'appeler comme ça tout le long. Non, gardez Thanos en tête. En gros, pour la faire courte, sachez que c'est l'histoire d'une flopée de super-héros donc qui vont se battre contre un type immense, violet, qui veut lui éradiquer la moitié de l'univers, tout simplement parce qu'il pense qu'il y a trop de monde. Et pour ce faire, il est à la recherche de petits cailloux. C'est pas juste des petits cailloux. Oui, si tu le dis Thanos, bien sûr, pas de problème. Pour le coup, on est presque sur un remake raté du Petit Chaperon Rouge, sauf que notre antagoniste est violet, et qu'au lieu de semer des petits cailloux, il les cherche. Note à moi-même, cette blague pourrie ne fonctionnera pas, mais on va la laisser au montage parce que pourquoi pas. Enfin bref, la question qu'on se pose, c'est ces petits cailloux, ils servent à quoi? Et c'est quoi surtout? Le Big Bang envoya 6 cristaux élémentaires, dérivés à travers un univers encore vierge. Alors là, très clairement, ça m'a rappelé un souvenir de jeunesse et d'études quand j'avais 16-17 ans. J'en fais un peu trop, hein. J'ai que 27 ans, je pense que ça va, je vais m'en sortir. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que j'étais à l'époque collège, lycée, gymnase. Mon prof de philo nous avait présenté, d'ailleurs, dédicace à lui s'il passe un jour par là, merci de m'avoir fait aimer la philo comme ça. Il nous avait présenté en classe les théories de certains philosophes de l'Antiquité qui avaient tenté d'expliquer les origines de l'univers. Mais à cette époque-là, je me rappelle que je m'étais déjà dit, à mon avis, ils ont dû consommer une certaine substance avant de pondre une telle théorie. Je m'explique. On considère généralement que Socrate, environ 5e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme le père de la philosophie, tout simplement parce qu'il a été le premier à mettre au cœur de la réflexion philosophique des questions relatives à l'homme
à la morale ou encore à la vérité. Mais il faut savoir qu'avant lui, on avait déjà des philosophes qui, eux, par contre, s'étaient concentrés sur les origines de l'univers. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les philosophes présocratiques. En tout cas, la terminologie en question, elle montre très clairement à quel point Socrate, ça a été un marqueur hyper important dans l'histoire de la philosophie. En soi, c'est un peu comme si on disait que Socrate, c'est le Squeezie de la philosophie. Il y a eu un avant Squeezie, il y aura un après Squeezie, bien évidemment, mais il a tellement redéfini le game qu'aujourd'hui, on va le mettre comme étant un marqueur hyper important. Oui, j'aurais pu citer MrBeast. Mais Squeezie first, tu connais. Si on revient donc à nos philosophes présocratiques, je vais vous donner un petit exemple histoire de comprendre un petit peu comment ça se passe. Thalès, ouais, le gars du théorème, c'est celui qui t'a bien cassé les pieds quand t'étais encore à l'école, probablement, et puis t'as certainement oublié le théorème de Thalès de nos jours, et même moi, je crois que je me rappelle plus. Bref, lui, il avait expliqué à l'époque que l'origine de toute chose se faisait à partir de l'eau. En gros, tout provenait de l'eau. Et moi, quand j'ai vu la scène qu'on est en train d'analyser juste maintenant, j'ai juste vu une autre explication sur l'origine de l'univers, avec 6 pierres qui représentent chacune une des données élémentaires de l'existence. La pierre de l'espace, la pierre de la réalité, la pierre du pouvoir, la pierre de l'âme, la pierre de l'esprit et la pierre du temps. Mais la question que vous allez me poser, c'est pourquoi on parle de ces pierres? S'il s'empare des 6 pierres d'infinité, il exterminera les peuples d'un claquement de doigts. C'est ici, mesdames et messieurs, qu'on entre dans le cœur du sujet. En gros, notre antagoniste veut tout simplement éradiquer la moitié de l'univers d'un claquement de doigts avec les 6 pierres d'infinité sur son gant. C'est tout. C'est un peu une mimimati diabolique. En tout cas, avec un plan aussi vénère que celui-là, à mon avis, notre antagoniste, il mérite très clairement son surnom de Titan fou. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il est vraiment fou ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de rationalité dans son histoire? En tout cas, croyez-moi que Thor a son mot à dire dans l'histoire et qu'il compte bien lui régler son compte avec une arme bien spécifique. De quel genre d'arme on parle, là? Le genre qui tue Thanos. Et on ne devrait pas tous avoir une arme comme ça? Non. D'équerre. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que seul toi peux avoir une arme comme ça. Et pourquoi? Et Quill, ici, il soulève une question qui est fondamentale en ce qui concerne le personnage de Thor, à savoir pourquoi c'est toujours lui qui est digne ou capable de soulever certaines armes bien spécifiques. Si on prend l'exemple de son marteau chéri Mjolnir, pourquoi seulement lui peut le soulever? Enfin, lui et quelques autres personnages, mais pas de spoil. Est-ce que c'est parce qu'il est musclé de fou? Est-ce que c'est parce qu'il a un charisme incroyable? Est-ce que c'est parce qu'il peut lancer des éclairs? Non, c'est bien plus complexe que ça. Il y a derrière la notion de être digne quelque chose de plus profond, qui fait que un Hulk, un Iron Man, vous comme moi, impossible de soulever ce genre d'arme. Et pourquoi? Ben, ça sera certainement une question à laquelle on pourrait répondre dans un prochain épisode qui concernera les films sur Thor. Donc si cet épisode te hype, je te laisse me le mettre en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Mais bon, revenons à nos moutons et abordons ce qui est pour moi le thème philosophique central de ce film. Je veux que tu me fasses une promesse. Je veux que tu me tues. Attendez, je vais mettre un petit peu de contexte là-dessus, histoire que vous sachiez un petit peu où on en est. Gamora, donc, c'est la fille adoptive de Thanos. Et apparemment, cette dernière aurait en sa possession une information essentielle et cruciale, sans laquelle Thanos ne pourrait pas anéantir la moitié de l'univers. Du coup, il doit la capturer pour avoir cette information. Donc en somme, comme première rencontre avec Beau Papa, Gamora, elle propose à son cher et tendre Quill, ou Star-Lord de son nom de super-héros, un truc un peu comme ça. Quill, si papa me capture, je veux que tu lui montres tout l'amour que t'as pour moi, en me tuant. T'es bien sûr qu'il appréciera? Oui, t'inquiète, et de toute façon, si t'arrives pas, il s'en chargera plus tard. Pardon? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Non, rien, t'en fais pas, de toute façon, tu comprendras. On a donc ici deux des systèmes les plus influents en éthique, d'un côté le conséquentialisme, de l'autre la déontologie, et je sais ça peut paraître savant comme terme, mais ne vous en faites pas, ça va être très simple, tout simplement parce que chacun et chacune d'entre vous avez déjà rencontré au moins une fois dans votre vie, j'en suis persuadé, un de ces deux systèmes, si ce n'est les deux. Donc reprenons vite fait ce que Gamora demande à Quill ici. Elle lui demande de la tuer si la situation venait à dégénérer. Autrement, Thanos pourrait effectivement s'emparer de cette information essentielle qui ferait que, à un moment, il pourrait simplement claquer les doigts et détruire la moitié de l'univers. La perspective ici est conséquentialiste, tout simplement parce que le choix ou la décision ou la demande de Gamora envers son cher et tendre de la tuer est faite en fonction des conséquences potentielles qui pourraient subvenir si jamais elle n'est pas tuée par Quill et qu'elle est capturée par Thanos. Mais attendez, on va demander à notre héroïne de reformuler ses propos histoire que ce soit plus clair pour vous. Gamora, tu veux bien? Si Thanos me capture, il y a un risque qu'il obtienne une information qui fera qu'il pourra mener à bien son plan d'extermination de la moitié de la population de l'univers. Et donc, pour éviter ça et pour engendrer les meilleures conséquences possibles, je te demande tout simplement
de me tuer. Et comme ça, il n'aura pas accès à cette information. Ici, il est donc question, comme vous l'aurez compris, du sacrifice d'une personne pour en sauver des milliards d'autres. Un sacrifice qui semble à première vue tout à fait raisonnable et envisageable. Mais bon, petit problème avec cette perspective conséquentialiste, et c'est d'ailleurs un reproche qu'on a souvent fait aux défenseurs de cette théorie, c'est que tout simplement, on n'est jamais sûr à 100% des conséquences de nos actions. Regardez dans cet exemple-là, qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'univers qui détient l'information que Gamora prétend détenir. Ou alors qui nous dit qu'une fois qu'elle est capturée, elle pourra pas s'en échapper pour retrouver sa bande de super-héros. Donc sans trop de détails ici, on est plutôt dans une maximisation des potentielles conséquences qu'une action pourrait engendrer. Ok ? Et j'insiste sur le mot potentiel et maximisé. On n'est jamais dans l'exactitude précise, le 100%, mais on va faire en sorte que la plupart, que l'ensemble soit maximisé. Autrement dit, on tente d'établir un ratio de probabilité. Concernant la déontologie, donc ce système qui s'oppose au conséquentialisme, j'attends une scène bien particulière qui arrivera plus tard dans la vidéo, entre deux personnages hyper importants. Le premier, c'est le boule de l'Amérique, tel que Ant-Man le décrit, oui, vous m'avez bien entendu. As far as I'm concerned, that's America's ass. Et le deuxième, c'est ce que moi j'appellerais une version plus avancée de ChatGPT. Enfin bref, vous vous doutez bien donc que si nos deux tourtereaux ont eu une telle conversation à propos de « oui, il faudrait que tu me tues, blablabla », bah c'est pour une bonne raison. Lâche-la, Quasimodo! Attendez voir 2 secondes, ça donne quoi en VO? Let her go, Grimace. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. La traduction est différente. Alors oui, si jamais vous avez oublié, j'enseigne aussi l'anglais, donc j'ai une légère tendance à comparer la VO et la VF. Pour que vous visualisiez, dans la VF, il parle de lui, c'est Quasimodo, et dans la VO, il parle de lui, c'est Grimace. C'est pas du tout la même chose, il y en a un quand même qui ressemble un petit peu plus. Mais bon, parenthèse linguistique fermée, revenons à notre climax. T'auras jamais le cran de... Oui, je sais, ok, ça c'est un gant pour faire le ménage, mais ici c'est le gant de l'infini. Et puis non, j'ai pas de poupée chez moi, donc Gamora, c'est lui. Enfin, voilà, t'as compris. On reprend. T'auras jamais le cran de le faire, Quill. Vas-y, c'est pas qui je suis, lui. S'il croit que ça me fait quelque chose d'atomiser la tronche de sa fille, qui est accessoirement la tronche de ma petite copine, bah ils se font le doigt dans l'œil. Et devinez quoi, il finit par lui tirer dessus, sauf que... Oui bon, le gars a tellement hésité que Thanos, entre-temps, il a eu le temps de le voir venir, moi j'ai eu le temps de finir mes études, et Cristiano Ronaldo, il est revenu en Champions League. Hein. Résultat des courses, Thanos a agrandi son Pokédex avec une 3e pierre et il détient Gamora qui a une information apparemment cruciale concernant la 4e pierre. Mais bon, moi je vous dis, le destin de notre univers, il est entre de bonnes mains, pas de soucis. Et si on revenait sur Terre pour voir un petit peu nos autres super-héros? Ah, Captain America et sa bande de hors-la-loi, ça fait plaisir à voir. Ah oui, parce que pour celles et ceux qui ne le savaient pas, dans Captain America Civil War, en gros, les Avengers se séparent à cause du conflit entre Captain America et Iron Man, et on a désormais décidé d'installer un conseil de sécurité qui allait encadrer les actions des super-héros. Mais quelle merveilleuse idée d'encadrer les actions de type super puissant qui pourrait sauver des millions de personnes, et qui pourrait par la même occasion aussi tuer des millions de personnes. Enfin bref, c'est bien un truc de politicien de vouloir encadrer et contrôler, mais c'est aussi accessoirement un truc de philosophe anglais de vouloir encadrer et contrôler. Prenons par exemple Thomas Hobbes au XVIIe siècle. C'est lui qui avait envisagé l'idée de se soumettre à un pouvoir commun pour encadrer nos actions et pour sortir d'un état de nature qu'il décrivait comme étant une guerre de tous contre tous. En gros, Hobbes avait montré dans son œuvre Le Léviathan que l'être humain, dans son état dit de nature, donc sans société, sans pouvoir qui l'encadre, bah c'est un vrai qui lutte constamment pour sa survie et qui n'hésite à aucun moment de massacrer quelqu'un pour son autoconservation. Et pour remédier à ce problème, il fallait abandonner une partie de son pouvoir et de sa liberté au profit d'une instance supérieure qui viendrait encadrer un peu tout ce petit monde. C'est un peu une forme d'état. Parce que je vous laisse imaginer une seule seconde ce qui se passerait si on laissait tout un chacun exercer son pouvoir et sa force sur n'importe qui à n'importe quel moment sans aucune restriction. Encore plus si cette personne a des super pouvoirs. Ah, quel temps radieux aujourd'hui. Hey, salut voisin, comment ça va? C'est toi qui as fait la fête hier et qui m'a empêché de dormir. Tu vas le regretter. Mais du coup, si on en revient à notre sujet principal, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne idée de vouloir encadrer les actions des super-héros? À savoir d'élire une assemblée qui elle-même décide de quand et où les super-héros pourraient intervenir. Franchement, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et dis-moi en commentaire aussi si tu aimerais donc que je passe au crible de mon analyse philosophique, on va dire ça comme ça, le film Captain America Civil War. Ça pourrait être super intéressant. Ceci étant dit, maintenant que nos super-héros sauraient à coquiner si c'est pas chou.
Bref, il serait peut-être temps pour eux de trouver une solution, parce que Thanos, lui, il perd pas de temps dans sa quête des pierres. Et en parlant de solution, devinez ce qui va se passer, on dirait vraiment un running gag constant dans ce film, c'est encore un joli petit couple qui va devoir se détruire pour sauver l'univers. Oui, vous m'avez bien entendu, franchement ça doit être assez terrible d'être super-héros, non? Mais bon, en soi, comme Oncle Ben le disait si bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai toujours rêvé de dire ça. Thanos menace la moitié de l'univers. Une seule vie ne doit pas nous empêcher de le vaincre. Ici, pour moi, on a l'illustration parfaite de cette opposition entre déontologie et conséquentialisme. Et d'ailleurs, si un jour je dois utiliser un extrait pour expliquer la différence entre les deux à mes élèves, c'est clairement celui-ci que je vais prendre. Récapitulons un petit peu. Lui, c'est Vision. Et cette espèce de loupiote qu'il a au milieu du front, c'est la pierre de l'esprit que Thanos convoite. Et donc, pour éviter que Thanos s'en empare et éradique la moitié des habitants de l'univers, Vision, il a une solution simple à proposer. Qui est chaud pour détruire la gemme qui se trouve au milieu de mon front et par la même occasion m'atomiser la tronche? C'est un choix conséquentialiste et en allant même un petit peu plus dans les détails, c'est un choix dit utilitariste. L'utilitarisme, c'est une doctrine philosophique qui a été mise en avant par deux philosophes anglais principalement, Jeremy Bentham et d'un autre côté, John Stuart Mill. Et pour vous la faire courte, on reste un petit peu dans le conséquentialisme, mais au lieu de vouloir maximiser les conséquences de manière générale, on va vouloir maximiser ici le bien-être du plus grand nombre. Et dans cette optique, si on détruit la pierre de l'esprit, certes Vision, mais Thanos, lui, il n'a pas la pierre, et ça évite d'éradiquer la moitié de l'univers. Ce qui fait que le bien-être global est maximisé. Donc c'est parfait, solution toute trouvée, il suffit de tuer une seule personne pour en sauver des milliards d'autres, franchement, il n'y a aucun souci là-dedans, le calcul est vite fait. À moins que Captain ait quelque chose à nous dire. Une vie ne se marchande pas. En d'autres termes, ce que Captain America nous dit ici, c'est qu'on ne peut pas moralement justifier le sacrifice d'une personne pour en tuer des milliards d'autres. Et c'est ça d'ailleurs, la perspective déontologique. Et l'argument avancé, cette fois-ci, il faut aller chercher du côté d'un philosophe allemand, Emmanuel Kant. Au XVIIIe siècle, ce dernier avait mis en avant l'idée de l'impératif catégorique. Et l'impératif catégorique, c'est quoi? C'est une loi morale qui va venir commander les êtres doués de raison. On peut la reformuler de plusieurs manières, mais les deux principales sont les suivantes. Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Exemple, tu ne dois pas tuer, on peut l'ériger en loi universelle, parce que dans le cas contraire, si c'était permis de tuer, on ferait pas long feu sur cette planète. Et la deuxième, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que tout autre, toujours comme une fin, et jamais comme un moyen. C'est surtout la deuxième formulation qui nous intéresse, parce que ça met vraiment en avant l'idée que chaque être humain a une dignité propre qu'on ne peut en aucun cas bafouer. Et pour revenir à notre scène, Captain America défend donc fermement l'idée qu'il n'est moralement pas cautionnable de sacrifier Vision pour sauver des milliards d'autres personnes. Autrement dit, on ne peut pas le prendre comme un moyen en vue d'une fin. Et on se rend bien compte que tout comme le conséquentialisme avait des failles, la déontologie, elle aussi, elle en a. Par exemple, on peut concevoir l'idée de ne pas sacrifier une personne pour en sauver une autre, ou deux autres, mais par contre, qu'en est-il de sauver 50 autres personnes? Ou 1000, ou alors 1 million? Enfin, où est-ce qu'on établit la limite? Où est-ce qu'on met le curseur? Et encore, j'ai même pas parlé du facteur de proximité avec la personne qu'on doit sacrifier, parce que là, on a encore un autre facteur qui entre en ligne de compte. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette scène, c'est qu'en fait, Vision, c'est même pas nécessairement un être humain à proprement parler, d'accord? C'est plus genre une espèce de machine hyper sophistiquée et avancée, avec un gros caillou au milieu du front qui lui sert de potentielle conscience, on ne sait même pas. Donc, même pas sûr que Kant aurait été d'accord avec nous de dire Vision, il entre dans le cas de figure de il ne faut pas sacrifier la dignité d'une personne en vue d'une fin. Faut pas prendre cette personne comme moyen en vue d'une fin. Enfin, je sais pas, Kant, t'en penses quoi? Non, mais en fait, c'est bon. Non, je crois que c'est mieux pas de faire parler les personnes qui ne sont plus de ce monde. En soi, c'est juste une interprétation. On pourra encore en parler très longtemps du personnage qu'est Vision, notamment son lien avec l'intelligence artificielle, mais également les positions qui sont avancées dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Et si ça t'intéresse, je te laisse me le mettre en commentaire, ok? Et à ce moment-là, je pourrais faire un épisode là-dessus. Mais bon, allez, on laisse de côté déontologie et conséquentialisme. Je pense que je vous ai assez cassé les pieds avec ça. Et on va aborder cette fois-ci le deuxième grand thème philosophique de ce film, à savoir... C'est un simple calcul, ma petite. Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister. C'est un raisonnement assez simple que nous présente notre barbe à papa Violette ici. Trop de monde dans l'univers, pas assez de ressources, on élimine le surplus. La réflexion de Thanos ici, elle s'inscrit dans ce que l'on appelle l'éthique de la population. Et l'éthique de la population, c'est quoi? Pour vous la faire courte, c'est en philosophie une branche qui examine les questions qui affectent le nombre
le bien-être et l'identité des personnes futures. En gros, on se concentre sur les actions qui auront un impact sur le futur. Et Thanos, croyez-moi qu'il a trouvé une solution plutôt radicale au problème qu'on a abordé juste avant, à savoir trop de monde dans l'univers. Et si on abattait la moitié d'une population pour éviter l'extinction? Donc attends 2 secondes. Le gars s'est baladé dans tout l'univers, et à chaque fois qu'il arrivait sur une planète, il zigouillait la moitié des habitants. En fait, il est parti en croisade, quoi, pour prêcher la bonne parole. Et du coup, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que la solution qu'il propose, à savoir éradiquer la moitié des habitants de l'univers, est-ce qu'elle tient la route, cette solution? Bah, premièrement, Thanos, il nous dit pas combien de personnes il faudra avoir dans l'univers. Il a juste dit, il faut éradiquer la moitié. Mais, excuse-moi, il a trouvé comment sa solution? Il a fait un pile ou face, ou ça se passe comment? Pourquoi pas les 3/4? Si on prend la Terre, et qu'on imagine une seule seconde qu'on est 30 milliards dessus. Ça fait quand même vachement du monde. Éradiquer la moitié, ok, mais pourquoi pas les 3/4? Pourquoi il faudrait pas jarter les 3/4 de la population de la Terre pour être vraiment bien? C'est quand même vachement aléatoire comme solution. Et deuxièmement, quand on y pense, c'est plus du répit qu'il nous offre, plutôt qu'une réelle solution. Parce que si on prend le rythme auquel on pond des gosses sur notre planète, on risque pas de mettre longtemps avant d'être de nouveau à capacité maximale. Quelques générations seront tranquilles, certes, mais au bout d'un moment, on va se faire couillonner, moi je te le dis. Je pense que la solution que nous propose notre très cher Thanos, c'est pas folle, qu'elle est même assez terrible, mais vous verrez que notre très cher Tartomyrti... Tartomyrti? Oui, toi, parce que t'as encore des arguments pour nous dire « Venez, venez, moi je vais vous montrer la vérité. » Ah, ça rime, c'est génial en plus, mais le personnage était terrible. D'ailleurs, en parlant de Thanos qui se prend pour le héros de l'histoire, il se prenait pas un petit peu pour Dieu aussi? Parce que si mes souvenirs sont bons, quand Dieu il a remarqué que l'humanité elle partait en steak, c'est pas lui qui a décidé de faire le ménage, tu sais, l'arche de Noé et tout et tout. Pardon, mais c'est exactement ce qu'il fait Thanos ici. Le gars vient, fait un petit état des lieux, puis une fois qu'il constate les dégâts, il se dit bon bah vas-y, on va éradiquer la moitié de l'univers. C'est pas foufou par là, Ça mériterait un petit peu de ménage. Bon, on va aller sauver l'univers en exterminant la moitié de sa population. En tout cas, il a toujours pas rangé sa fille Gamora de son côté, mais bon, ça va venir avec le temps. Peut-être qu'une fois qu'il aura réalisé son chef-d'œuvre, elle se rendra compte, puis elle se dira ah, peut-être qu'il avait un peu raison, non? Thanos? Pardonne-moi, mon enfant. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Wow, il se passe quoi là? Il fallait que je le fasse. Laisse-moi deviner, le sacrifice d'une vie pour en sauver des milliards d'autres. Pour contextualiser un petit peu la scène, le seul moyen pour Thanos de s'emparer de la pierre de l'âme, c'est de sacrifier quelqu'un qu'il aime. Une âme contre une autre. De nouveau, notre très cher Thanos, il prend une perspective conséquentialiste. Il décide de sacrifier Gamora, sa fille adoptive, pour apparemment sauver l'univers. C'est une version quelque peu modernisée et twistée du Trolley Problem, dans lequel un train est sur une voie et s'apprête à tuer 5 personnes, et on a le choix de dévier ce train sur une autre voie pour qu'il ne tue qu'une seule personne. Enfin voilà, résultat des courses, une pierre en plus que 2, Thanos s'empresse de se rendre sur sa planète natale pour y trouver la pierre du temps, et là, sachez une chose, mesdames et messieurs, c'est que je vais péter un câble. Mais prom dog, Mais avant ça, encore un petit argument de Thanos pour montrer qu'il a quand même vachement réfléchi à son histoire. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution. Un génocide. Mais aléatoire, impartial et équitable entre les pauvres et les riches. Ici, on se rend quand même bien compte que le gars a bien préparé son plan. Il a pensé à tout. Donc, pas question de est-ce que t'as été sage ou bien pas pour Noël, si t'es riche, si t'es pauvre. Non, rien de tout ça. Mais du coup, est-ce qu'il y a une forme de justice là-dedans, à votre avis? Enfin bref, en tout cas pour les Avengers, le discours n'est toujours pas convaincant, et au final, on se retrouve là. Ah bah c'est nickel, voilà, il reste plus qu'à lui enlever le gant, puis comme ça c'est tout bon, on va tous rester en vie, enfin c'est génial quoi. Quoi? Qu'est-ce qui... Quoi? Non, Quill, reviens ici tout de suite. Bon, comme vous l'aurez compris, pour le bien du scénario et pour se faire encore plus de thunes avec une suite à cet épisode, on va laisser Quill péter un câble et tout foutre en l'air. Allez, c'est à ce moment-là que j'ai constaté que le gars était aussi que n'importe quel être humain, alors qu'il venait tout juste de dire, juste avant, ce sont ses paroles, regardez. Je suis à moitié humain, ça veut dire que je suis seulement à moitié stupide. Et que vous l'êtes à 100%. Bref, on va se consoler comme on peut, au moins, son énorme connerie va nous permettre de parler d'un thème philosophique assez important. On a pour moi ici une parfaite retranscription contemporaine d'une histoire que Platon, donc l'élève de Socrate, nous avait contée dans son ouvrage Le Phèdre. Dans son mythe du cocher, Platon nous parle d'un char ailé conduit par un cocher et tiré par 2 chevaux. Le cocher symbolise la partie rationnelle de l'âme. Le cheval blanc représente la partie plutôt concupiscible de l'âme. Alors je sais, ça peut paraître être un terme assez savant, mais retenez simplement que c'est la partie de l'âme
qui a trait à tout ce qui est manger, boire, dormir et ainsi de suite. Et le cheval noir, lui, il incarne plutôt la partie colérique, la partie des passions de l'âme. Et donc l'essentiel, selon Platon, réside dans le fait que la partie rationnelle de l'âme puisse arriver à garder sous son contrôle la partie plus colérique des passions de l'âme. Autrement dit, c'est tout simplement privilégier la raison face aux passions. Et c'est d'ailleurs tout l'inverse que ce que Quill nous fait ici dans cette scène. On a un Thanos immobilisé. On aurait pu lui choper le gant et s'en aller après, ou bien alors j'en sais rien. Alors oui, comme vous pourrez le constater ici, on a upgrade niveau budget. Hein. Avant, on était sur des post-it avec une pince à linge sur la casquette. Là, les gars, on a un vrai costume, hein. Un vrai costume. C'est plus une version Wish de Doctor Strange, on s'entend. Mais bon. On reprend ? Quoi ? Voilà, bon c'est terrible comme solution, mais on se comprend, on va dire qu'ils seraient partis et puis ils auraient trouvé une solution en attendant. Mais voilà, il a fallu que Quill s'en mêle. Ceci dit, je peux bien comprendre que si t'as ton beau papa version moule à tarte qui tue ta petite copine, t'as un peu de la peine à garder les pieds sur terre. Ok, mais abuse pas quoi. Vas-y, la partie était réglée là. Et au passage, tu vas pas me faire croire que Iron Man à côté aurait pas eu le temps juste de leur coller une pour qu'il reste tranquille. Ok, Quill, il faut que vous gardiez votre calme, est-ce que c'est clair? Non, t'as pas fait ça. Tu vas me le payer. Mais bon, pour le bien du storytelling, de la franchise, de la thune, qui peuvent encore se faire avec un deuxième volet, on va laisser Quill se laisser aller, et au final, c'est Iron Man qui va se farcir les conséquences de cet acte. Et Thanos va commencer par lui lancer une petite réplique qui pour moi est essentielle. Stark, Tu me connais? bien sûr. Tu n'es pas le seul pour qui le savoir est une malédiction. J'adore ce passage franchement, parce qu'on peut vite le laisser de côté, et si on passe au travers, on peut manquer quand même un élément qui est assez important. On parle ici de la malédiction du savoir, et c'est encore un thème philosophique qui est très central de nos jours. Mais voyons déjà ce que ça veut dire dans le contexte de cette scène. Le savoir ici, c'est une charge lourde à porter pour nos deux personnages. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que Iron Man, dans Avengers l'ère d'Ultron, a voulu créer une intelligence artificielle pour protéger la planète, et qu'au final, cette intelligence artificielle, Ultron, il est parti en steak, et puis il était prêt à mettre à feu et à cendre notre belle planète bleue. Et de la même façon, pour Thanos, qui prétend détenir une forme de savoir, en disant, voilà, pour éviter l'extinction, il faut anéantir la moitié des habitants de l'univers, excusez-moi, mais ça l'a quand même mis sur un chemin assez terrible à suivre. Dans l'histoire de la philosophie, on a souvent associé savoir et pouvoir, notamment avec Francis Bacon ou avec Michel Foucault. Et on se rend bien compte que les deux sont intimement liés. En soi, tout dépend de l'utilisation que l'on fera de ce savoir. Et c'est une question qui se pose de nos jours, ne serait-ce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça peut apporter plein de bonnes choses, mais ça peut aussi apporter pas mal de... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Dans ce cas-là précis, l'intelligence artificielle nous apportera du pouvoir, mais il va falloir qu'on sache quoi en faire. Et si on veut se tourner vers une référence un peu plus littéraire, je vous conseille vivement d'aller lire l'œuvre de Mary Shelley qui s'appelle Frankenstein, qui est connue mondialement, pour comprendre en fait à quel point la connaissance peut être dangereuse. Enfin bref, si on revient à notre histoire. Quill pète un câble. Iron Man se bat contre Thanos. Crise cardiaque pour les fans de Iron Man, dont moi, au moment du visionnage de ce film. Et hop, une pierre de plus sur le gant de Monsieur Thanos qui s'en va sur la Terre pour récupérer la dernière pierre sur le front de Vision. Mais bon, je me dis, avec tous les super-héros qu'il y a en ce moment, franchement, il devrait quand même lui rendre la tâche un peu compliquée, non? Bon ok, d'accord, j'ai rien dit. Mais rassurez-moi, quelqu'un va venir le stopper quand même. Et voilà, on peut remercier Thor d'être arrivé au bon moment. Mais en même temps, il faisait quoi pendant tout ce temps? Non, pas encore. Pas encore. Maintenant. Mais bon, malheureusement pour nous, Thor a mal visé. Du coup, Thanos, même avec une hache plantée de quelques bons gros centimètres dans la poitrine, il a toujours la lucidité de claquer des doigts et d'exterminer la moitié des habitants de l'univers. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette première vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez été divertis, j'espère que vous avez appris quelque chose, et j'espère sincèrement que vous comprenez pourquoi j'ai envie de défendre l'idée que la philo c'est accessible, et qu'on n'est pas nécessairement obligé de passer par des textes ultra compliqués avec des concepts poussés, et que parfois il suffit simplement de regarder un bon film de super-héros dans un premier temps. Sur ce, lâche-moi ton plus beau like si la vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose, et n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de ma team de super-héros parce que je suis persuadé qu'à l'avenir, j'aurai besoin de toi. Et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de ce format, et quel autre film t'aimerais que je passe en revue. À la prochaine, porte-toi bien, class dismissed.